Bonjour et bienvenue dans ce show 218. Avec Max, on va parler de ce qui s'est passé sur la planète vélo cette semaine et aussi des courses, notamment celles du week-end. Est-ce que tu as regardé le Tour de Lombardie par exemple? Moi, j'étais occupé autre part. Ça, je t'en parle juste après le logo. Allez. Oui, donc Louis, clairement, moi samedi, je me suis mis une petite mission. Ça va faire marrer un peu tout le monde. Battre Pogacar. Ouais, mais je l'ai pas battu. Mais par contre, j'ai fait quelque chose que lui ne peut pas faire. Donc j'ai pris le train jusqu'à Toulouse. J'ai acheté un vélo, 230 €, quoi. Un cadre, des roues et un groupe un peu bricolé. Je suis arrivé avec mon sac de pièces, j'ai remonté ça à Toulouse, là. Sur le parking? Non, chez Fred, là, qui m'a invité chez lui. Une fois que le vélo était monté, je suis rentré en vélo depuis Toulouse. Donc, ça m'a fait 270 km pour un vélo à 230 €. Du coup, ça m'a pris la journée, cette histoire. Et j'ai pas regardé la course. Mais raconte-moi un peu ce qui s'est passé en Lombardie, là. Pogacar, le temps que tu fasses tout ça, il a eu le temps de prendre son petit déj, d'aller au Tour de Lombardie, de gagner la course, de prendre sa douche, et je pense que tu n'étais pas encore rentré chez toi. Ah bah écoute, mais on va petite pas à la même forme. vitesse. Petite forme pour le Slovène qui n'est parti qu'à 48-50 km de l'arrivée. Donc voilà, petite forme fin de saison, vivement que la coupure arrive. J'irais pas jusqu'à dire que c'est lassant parce que c'est aussi très impressionnant. Moi, ce que j'ai préféré, c'est ses chaussures et sa tenue. Cuissard blanc, combi, chaussures DMT magnifiques avec un peu bling bling, la semelle complètement arc-en-ciel. T'es cuissard blanc, toi. T'es dans l'équipe cuissard blanc. En fait, quand tu fais un solo et que tu gagnes à 4 minutes d'avance, cuissard blanc. Ouais, d'un autre côté, si tu fais ça tous les week-ends. Oui, on va s'habituer au cuissard blanc. Ouais, honnêtement. Mais voilà, bon. Intéressante la course quand même ou. Ça va dépendre des points de vue. Et la concurrence, elle est où? Eh bien, je me suis posé cette question, comment battre Pogacar? Parce que quand j'ai regardé le direct de la course la première fois, il y avait une échappée d'une vingtaine de coureurs, avec des solides, on retrouvait des Arensman, il y avait les Français Rocha, Mollard, Bernard, il y avait Daniel Felipe Martinez par exemple, il y avait du beau monde quand même à l'avant, il y avait Matej Moric. Tom Pidcock? Il n'y a pas Pidcock, non. Et on y revient. Et du coup, je me suis dit, mais... Ouais, petite polémique, effectivement, tu cherches les problèmes. Oh. Et je me suis dit, est-ce que finalement, ils sont pas en train de prendre Pogacar à son propre piège et en partant encore plus tôt et ensemble, va réussir à piéger le Slovène. Finalement, UAE a mis en route. Oui. Ça s'est regroupé, les favoris se sont isolés dans un premier temps, puis Pogacar s'est isolé des favoris, puis Evenepoel s'est isolé des autres favoris. Et comme d'habitude, on a Pogacar. Derrière, on a un petit noyau avec cette fois que Evenepoel, les autres n'étant pas là. Et ensuite, le reste des bons coureurs, mais qui passent presque pour des seconds couteaux, tellement ils finissent à 5 minutes. Quoi. Ouais. Du coup, pour le battre, il faudrait que les autres coureurs s'entraînent plus, deviennent plus forts. Un peu, il me semble qu'Evenepoel a dit ça dans la presse, qu'il fallait qu'il s'entraîne pour devenir plus fort. Un peu comme Poggi a fait, quoi, du moins c'est ce qu'il a dit, exactement, entre l'an dernier et cette année pour devenir vraiment imbattable. Et je pense que c'est là où Pogacar est le plus fort finalement. Bon, physiquement, il est au-dessus. Il est aussi dans une très bonne dynamique. On voit souvent les champions du monde gagner le Tour de Lombardie quand ils le font. On voit aussi chez les femmes, on y reviendra, que Lotte Kopecky surfe sur sa forme resplendissante et gagne également. Donc en ce moment, il ne faut pas prendre les courses une par une. Mais le problème, c'est que avant Pogacar, il a vraiment appris de ses erreurs. Avant, il avait une équipe un peu prenable, collectivement. Il s'est entouré des meilleurs. On a vu un Sivakov encore brillant ce week-end. Un de ses principaux adversaires aurait pu être Marc Hirschi, mais c'est son coéquipier. Donc, la première erreur, c'était d'avoir une équipe un peu en dessous. Finalement, maintenant, il a l'équipe la plus forte du peloton et qui lutte pour battre le record du nombre de victoires à l'année. Ceci, on compare avec la Quick-Step, par exemple, la Soudal Quick-Step. Qui essaye de se renforcer, mais qui n'y arrive pas à ce point-là, pour des raisons d'argent, tout simplement. C'est pas qu'ils sont moins malins, c'est qu'ils ont moins d'argent. Après, finalement, il pourrait être prenable au sprint, notamment face à un Van der Poel. Le problème, c'est qu'il est tellement fort en endurance qu'il arrive plus frais que les autres. Donc il est capable de battre les autres. Non seulement il est explosif, mais en plus il est capable de les battre sur sa fraîcheur. Donc problème. Evenepoel faisait des longs raids solitaires, ça aurait pu le piéger. Finalement, il s'y est mis et il fait des très longs raids solitaires. Et il est très fort en chrono, là où on pensait peut-être prenable à un moment, finalement maintenant il l'est plus non plus. Donc il a vraiment travaillé sur ses points faibles. Il était aussi un peu chien fou. Ce qui permet parfois, de tenter un peu des choses improbables. Alors oui, sauf que maintenant il les tente malin. C'est-à-dire qu'il met qu'une seule attaque. Avant, il pouvait en mettre plein un peu tout le temps, il s'acharnait un petit peu. Alors on se demandait s'il allait faire péter notamment Vingegaard par exemple à l'usure. Et finalement ça marchait rarement, il y en avait des calculateurs froids qui parfois, notamment 2 ans de suite au Tour de France, ont réussi en millimétrant à le battre. Maintenant, alors oui, il en met plus qu'une. Alors oui, c'est un truc fou, mais il en met plus qu'une. Et du coup, elle est d'autant plus dévastatrice. Donc comment battre Pogacar? Je pense,
Est-ce que humblement, je pense vas-y. qu'une des solutions, ce serait de voir ce qu'on a vu ce week-end au Tour de Lombardie. Mais voilà, c'était, on l'a dit, une échappée solide, mais une échappée de gens qui, s'ils se lancent dans cette échappée matinale, peut-être qu'ils pensent qu'ils vont pas rivaliser avec Pogačar sur le final. Il faudrait, à mon sens, que cette échappée de 20-30 coureurs sans Pogačar soit constituée des meilleurs coureurs finalement. Est-ce qu'il faudrait que des Ben Illy, par exemple, c'est-à-dire des coureurs qui sont dans l'échappée et qui pensent qu'ils peuvent gagner, qui croient en eux, clairement, et qui donnent tout pour réussir. Parce que c'est un peu ça, en fait, ce que font les autres favoris, c'est qu'ils se neutralisent, ils en gardent un peu sous la pédale pour être sûrs de battre les autres. Finalement, des coureurs un peu plus chien fou, comme tu as dit tout à l'heure, serait peut-être d'avoir... Ouais, ce serait peut-être ça la solution, que les coureurs se lâchent clairement un peu plus, rentrent dans le même jeu que Pogačar, croient un peu plus en leur chance. C'est rigolo de dire que les coureurs ne croient pas en leur chance, sachant que c'est leur métier et qu'ils sont tous ultra forts. Peut-être que des coureurs comme Ben Illy doivent continuer à courir en croyant en leur chance, même quand ils font des choses complètement, je vais pas dire stupides, parce que vous allez me reprendre dans les commentaires, mais en tout cas déraisonnables. Et moi je pense qu'à l'inverse, des coureurs comme Evenepoel, au lieu de se dire je vais m'entraîner plus pour rattraper Pogačar, ils devraient peut-être accepter de perdre, puisque de toute façon c'est ce qui va se passer. Et on dit souvent que pour gagner il faut accepter de perdre. Peut-être que les champions qui ont l'habitude de gagner, qui ont un petit peu d'arrogance qui va avec les champions, qui va avec leur tempérament et avec leur palmarès, devraient peut-être se dire bon écoute, on va se faire battre. Toi peut-être qu'Evenepoel devrait aller voir VDP et lui dire écoute Mathieu, on va se faire battre. Donc je te propose qu'avec Wout, que moi Remco, que Roglic, que Van Der Poel, que Pidcock, plutôt que d'attendre de se faire battre, plutôt que de se faire la guerre entre nous, on lui mène la vie dure et on fasse un truc encore plus fou que ce que lui va faire. Et peut-être qu'il y a l'un d'entre nous qui va s'en sortir. Mais arrêtez de croire qu'ils vont le battre à la pédale quand il marche sur l'eau, comme c'est le cas. Oui. Ça fait 2 week-ends de suite qu'il est éblouissant. Et comme ça s'est passé au championnat du monde, finalement. Dans l'autre sens, quoi. Exactement, c'est un peu ça, ouais. Qui donne tout pour tenter de déstabiliser. Et ce qu'avait réussi à faire, finalement, là, Jumbo, parce qu'à l'époque, c'était à Jumbo, au Tour de France, c'est ça. Pas cette année, l'année d'avant. L'année où il y avait Roglic et Vingegaard qui faisaient des attaques coup sur coup, qui étaient peut-être légèrement moins forts que Poggi et qui avaient fini par l'avoir à l'usure. C'est ça. Et peut-être que ce qui a manqué ce week-end pour tenter quelque chose comme ça, c'est qu'il y avait finalement en très grand nom, il y avait que Evenepoel. Et effectivement, Van Aert en forme, Evenepoel en forme, Pidcock en forme, Roglic en forme. Si tout le monde était aligné, je mets pas Vingegaard parce que sur les courses d'un jour c'est quand même un temps en dessous. Peut-être que finalement c'est ce qu'il peut faire. Et si un Mark Hirschi, il sera plus dans l'équipe, mais si un Sivakov par exemple faisait comme il a fait au championnat du monde, prenait un coup d'avance avec les autres favoris, peut-être que UAE serait un petit peu embêté et ne roulerait pas et donnerait sa chance aux autres, essayer de jouer avec une ou deux équipes piégées. Et finalement, cette zizanie pourrait permettre à un autre grand champion de tirer son épingle du jeu. En tout cas, on l'espère pour l'année prochaine. L'année prochaine, normalement, ça devrait barder. Parce qu'on est admiratif de cette saison à 25 victoires, qui est un record sur les 10 dernières années pour Pogačar. Mais on aimerait bien que ça tourne et qu'il y ait un petit peu plus de suspense et un petit peu moins d'abattement pour l'année prochaine. Donc, peut-être, à voir cet hiver, messieurs. J'espère que vous allez vous entraîner dur. Je vais vérifier sur Strava s'ils s'entraînent un peu tous là. Parce que s'ils s'envoient des messages surtout. Je vais envoyer des messages sur leur Strava là, histoire de leur dire allez les gars. Tu mets des kudos pour les encourager. C'est ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre ce week-end? Qu'est-ce que j'ai raté moi Alors on a eu un championnat d'Europe de gravel qui malheureusement a été écourté en raison d'un incident et du décès d'un des participants. Ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais on rebondit par rapport au show d'il y a 15 jours où on parlait du championnat du monde de gravel et où on disait que... C'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière, ça s'enchaîne la semaine dernière, où on disait que la retransmission, certains d'entre vous dans les commentaires ont dit que la retransmission était compliquée en gravel, et c'est pas faux. Évidemment, si c'est dans les chemins et qu'on fait des parcours super durs comme tu le suggérais, effectivement la retransmission peut être difficile. Au championnat d'Europe, c'était une boucle de 51 km, plutôt escarpée si j'ai bien compris, à faire plus ou moins selon la catégorie et selon le genre, donc les femmes avaient 2 tours à faire. Comme un cyclocross, mais en format, pas des boucles d'1,5 km, mais des boucles de 50 bornes. Donc c'est peut-être intéressant d'un point de vue retransmission, etc. À voir. Malheureusement, on ne peut pas avoir l'étendue du succès en raison donc, du drame que je disais, puisque les courses ont été arrêtées, à part pour les élites qui étaient déjà passées et déjà parties pour leur dernier tour. On a vu la victoire de Martin Stosek chez les hommes et de Sina Frey chez les femmes. Donc voilà, en tout cas, une solution intéressante. Bon, écoute, je regarderai. Moi, il me semble que j'ai aperçu d'un coin de l'œil Mattia De Marchi finir 4e de la Rancho Gravel, le championnat parallèle
qui me correspond et qui me plaît un peu plus à mon goût, mais on verra si ça finit par se recroiser l'année prochaine ou dans le futur. Bon, c'est placé en tout cas. C'est ça. Il y a une autre plutôt championne du monde qui carbure plutôt fort, c'est Lotte Kopecky qui a gagné le classement général et la dernière étape du CIMAC Ladies Tour. À noter que Zoe Bäckstedt avait gagné le chrono inaugural et qui a été toute seule de son équipe au départ et qui lui a donc été plus que difficile de défendre son maillot leader, mais elle termine vaillamment à une 3e place au classement général. Voilà, certains se demandent parfois pourquoi il n'y a pas encore 3 semaines au Tour de France Femmes par exemple. La réponse n'est pas physiologique, c'est pas une question que les femmes ne sont pas capables de, loin de là. La réponse c'est vraiment logistique, c'est-à-dire qu'une équipe pour le Tour homme c'est 30 coureurs, une équipe pour le Tour femme par exemple la FDJ Suez c'est 18 coureurs, 18 coureuses. En fait la réponse tient là, moins on a de coureurs au départ, 18 coureurs c'est une N1, c'est une équipe amateur chez les mecs. Donc moins il y a de coureurs, c'est la même chose du staff aussi. Okay. Le staff aussi est moins nombreux et du coup très sollicité. Et donc on arrive en fin de saison avec la difficulté à aligner des équipes complètes et compétitives. Donc voilà, mais en tout cas, belle victoire de Kopecky et surtout belle défense de Bäckstedt après sa belle victoire au chrono. Donc Zoé Bäckstedt, c'est ça. Ouais. Elle est partie avec sa petite Twingo de chez elle. Elle est arrivée toute seule à la course, elle a récupéré son dossard. Non, alors il me semble qu'il y avait peut-être des coéquipières au départ, mais une équipe déjà pas complète, plus des maladies, ça arrive quand on est fatigué. On en parlera d'ailleurs plus tard la semaine prochaine. Et non, le staff était là évidemment, et elle n'était pas toute seule, mais en tout cas, elle n'avait pas 5 coureuses avec elle à ses côtés. Elle n'avait pas 5 Sivakov ou 5 Hirschi pour l'aider à gagner le général. Ce qui facilite grandement les choses. Alors, sur la planète vélo. Oui, parce que toi tu reviens du Rock d'Azur, donc tu nous as fait 2 belles vidéos. Je reviens du Rock d'Azur, une vidéo sur plutôt les technologies, les accessoires, une vidéo sur les vélos. Et côté vélo, j'étais un peu déçu, je pensais voir le nouveau Lapierre Cross Hill, mais finalement c'est toi qui vas me donner les informations. C'est ça, parce que ce vélo, c'est un nouveau vélo de gravel qui est sorti chez Lapierre, donc la marque française, et on l'a vu sortir la semaine dernière. Et il est particulièrement intéressant, on l'avait même vu sur le championnat du monde de gravel. Et c'est un gravel dans sa version la plus haut de gamme qui a été sorti du coup avec un cadre qui est prévu pour absorber les chocs au niveau de la roue arrière, donc avec une petite flexibilité au niveau du cadre, donc ça c'est pas mal, c'est le wishbone on appelle ça, et aussi monté d'origine avec une fourche suspendue. Et tous ceux qui ont fait du gravel un peu engagé ou sur un peu de longue distance conviendront que une fourche en gravel, c'est loin d'être déconnant et c'est plutôt confortable. Donc moi je suis content de voir ça sur un vélo d'origine. Je pense que pour moi, ça va être pour certaines personnes un peu une évolution. On va avoir les vélos, on va dire un peu all-ride d'un côté, les vélos à tout faire, et les vélos spécifiques gravel. On verra un peu comment ça évolue dans le futur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gammes. On regardait la vidéo du Rock d'Azur sur les vélos, il y a un Scott qui sort un VTT sans suspension pour faire du gravel par exemple. Peut-être qu'il est dans le même segment que ce Lapierre Cross Hill, qui lui par contre n'a pas de cassette de VTT. Le Lapierre Cross Hill. Donc c'est un peu dommage d'avoir fait un gravel très engagé avec suspension pour finalement ne pas mettre une cassette de VTT d'origine. Voilà. Parce que si tu as une fourche pour descendre vite, il est clairement sur monter, quoi. Il est clairement sur un segment très engagé, donc ces cassettes-là ont du sens. Bon, lui il se pose pas la question, c'est Van Der Poel sur la taille de sa cassette. Et Selle Italia sort une Flight édition Van Der Poel. C'est plutôt magnifique, hein. Une belle selle blanche, signée Van Der Poel avec les liserés champion du monde de gravel. Je pense qu'il avait même préparé avant le championnat du monde sur route. Et ils n'ont pas pu la sortir, du coup, la commercialiser à ce moment-là. Du coup, ils ont dû attendre qu'il gagne le championnat du monde de gravel. Et elle est signée et tout. Bon, c'est l'avantage de sponsoriser un mec comme Van Der Poel. Tu sais qu'à un moment donné, tu vas pouvoir sortir ton édition spéciale pour célébrer une grande victoire. Faut juste attendre quoi. Et le bon moment. Petit détail, cette semaine, on sort aussi la vidéo du Colnago V4RS de Tadej Pogacar. Parlant d'édition spéciale champion du monde. Qui a une selle de la marque Prologo, mais qui est quasiment la même. Voilà. Ils ont chacun leur selle et c'est les mêmes, ils peuvent se les échanger et tout. C'est sympa entre champions. D'ailleurs, on parle de nouveautés et j'ai vu des chaussures qui me plaisent énormément, mais qui ne te concernent absolument pas, sauf si tu veux aller balader, on va dire. On avait vu les baskets. Bah oui, ce sont des baskets. C'est chez Canyon qui sort ça. Ils ont sorti leur modèle de gravel racing, ils ont sorti leur modèle route racing que j'ai en blanc avec mes chaussettes noires d'ailleurs sur les vidéos. J'ai en noir avec mes chaussettes noires.
Ils ont sorti une paire de chaussures en plus VTT, ou du moins des chaussures donc, qui ressemblent à des baskets et qui permettent de plus marcher. Et c'est vraiment intéressant parce que finalement on sait que lorsqu'on fait de l'aventure, parce que ces chaussures sont prévues pour l'aventure, il est quand même confortable de pouvoir marcher avec des chaussures. Et donc celles-ci sont walk compatible. Oula, c'est pas l'américain de plus en plus. Plutôt pas mal. Par contre, ouais, tu parles d'aventure, mais finalement, tu nous poses ton Racing Score passé par là. Donc finalement, exactement. Il y a eu une autre nouveauté qui est sortie la semaine dernière que j'ai découvert en préparant cette émission. Du coup, j'ai pas pu m'empêcher d'aller essayer. C'est en fait Zwift. Zwift, on connaissait pour ceux qui font les compétitions, qui sont très très ludiques et qui pouvaient choisir leur catégorie. Bon, voilà. Zwift a amélioré le classement des catégories. Donc avant c'était ABCD. Et maintenant, ils ont mis un score. Du coup, ça donne par exemple des scores entre 0 et 1000 qui sont calculés par rapport à nos courses. Et du coup, ça nous donne du coup une fourchette. Moi, j'ai regardé par exemple, j'ai le score qui est de 397. Ça, c'était vendredi matin. Donc j'ai vu qu'il y avait ça. Hop, je suis allé me faire une petite course, 20 minutes. Je me suis dit, bon, là, je mets mon score. Ça fait longtemps que je n'ai pas roulé sur Zwift. C'est bon, je vais gagner. Bah, je vais pas gagner. Mais tu as passé 411. Je me suis fait battre au sprint, du coup je fais 3ème. Alors que j'ai tout donné, 20 minutes, hein, autant te dire que j'ai amélioré ma FTP. Et j'ai amélioré mon score, mon Racing Score de 411. Donc le but est de créer des courses plus homogènes, avec moins de différence entre les différents cyclistes qui font ça chez eux. Parce que ça remplace les catégories ABCD. Exactement. Et les catégories ABCD, si je dis pas de bêtises, c'est toi qui choisissais. Oui. En fonction de tes watts par kilo, mais c'est toi qui t'inscrivais dans telle ou telle catégorie. Il y avait juste certaines courses où c'était obligatoire. D'accord. Comme la Zwift Academy. Ouais. Et là, du coup, ça va être plus objectif parce que sinon, certains volontairement sous-estiment un petit peu pour avoir plus de chances d'exister. Là, au moins, c'est mathématique. Mais moi, ça résout un énorme problème parce que je suis un bon B, mais un A nul. Ouais, je pense que c'est un peu le problème de la catégorie B. Beaucoup se plaignaient un peu de ça. Ouais. Et du coup, je suppose que ça vient en réponse à retour des utilisateurs pour avoir quelque chose de plus adapté à son niveau. C'est pas la seule coquetterie de Zwift, en tout cas cette semaine. Oui, parce que chez Zwift et chez GCN, avec le club GCN sur Zwift justement, on a toujours les rides le mercredi soir à 19h30. Voilà, 1 heure de vélo tranquille. Le groupe reste scindé, groupé, pardon. C'est toi, ouais. Ça, tu as déjà prévu d'attaquer mercredi. Moi, je serai là le 6 novembre. 6 novembre, pas encore. On vous tiendra au courant. Je prépare mon anglais. Moi, ce week-end, je vais pas faire un Toulouse-Bayonne en vélo après avoir monté un vélo chez un inconnu, mais je vais participer à la Thomas Bouddha. Donc c'est la journée de participation à Thomas Bouddha. J'ai hâte de rendre hommage, il est encore là en bonne forme. Il y a du gravel, il y a du trail, il y a de la route bien sûr, il y a du VTT, il y a aussi beaucoup de dégustation de vin parce que Thomas Bouddha est issu d'une famille de vignerons et se reconvertit, il est maintenant vigneron depuis les Jeux Olympiques. Donc c'est le moment, l'occasion de passer en cette fin de saison une belle journée tous ensemble. Je vous laisse aller voir sur le site les informations. C'est où ? C'est vers Bordeaux, j'ai pas regardé. Alors moi je suis inscrit pour le gravel, il y aura d'autres invités, d'autres membres de l'équipe olympique, il y aura Marie Lenette bien sûr, elle ne loupe pas une occasion de déguster du vin. C'est pas vrai, elle aime pas ça. J'espère que tu vas revenir en pleine forme toi lundi, que tu n'auras pas un bras cassé ou une jambe cassée. Non, j'ai dimanche pour récupérer ça. Ouais. Donc c'est le 20 octobre, vous avez jusqu'à vendredi pour vous inscrire. Et soyez nombreux, il y a tous les formats disponibles. Si vous voulez pas rouler, vous allez faire les dégustations. Il y aura d'autres athlètes olympiques comme Thomas Denis ou Valentin Tabellion par exemple. Donc voilà, une belle journée ensoleillée dans les coteaux, j'espère ensoleillée, autour du vélo, du vin et de Thomas Bouddha. Bon j'espère que ce GCN Show numéro 218 vous a plu. Nous on retourne travailler, on va faire d'autres vidéos cette semaine. Et samedi, il y a ma dernière vidéo d'ultra distance qui va sortir. C'était 791 dans le désert avec une canicule de 40 degrés. Ça devrait être épique. Ça sera pour samedi. Bon, dans tous les cas. Moi, ça me donne chaud. Je vais réviser mes capacités d'œnologue pour ce week-end. C'est ça. On vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur GCN en français. Ciao, roulez bien.